Arif Amon Télé. L'ignorance est un crime, mais connaître sans rien faire est un crime plus grave. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro, les Talks qui traite des informations d'actualité, bien entendu, des questions importantes. Nous nous mettons sur la table et nous en débattons avec les invités. Mesdames, messieurs, vous savez bien la destitution de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, la démission du docteur Mukwege à l'équipe de riposte contre le coronavirus au Sud Kivu, la nomination du mandataire public, enfin le procès 100 jours de Vital Kamerhe et les autres. C'est là qui va faire l'ossature de notre entretien de ce jour. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bonjour. Sur ce, nous allons recevoir un grand qui parle bien. Il a été candidat aux élections du 30 décembre 2018 en la personne du docteur Noël Tchani Mwadianvita, à qui je dis bonjour, docteur. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Je crois que je n'ai pas massacré votre nom. Hein? Non, vous l'avez prononcé correctement. Très bien là. Noël Tchani Mwadianvita, c'est comme ça que ça doit être prononcé. Ça veut dire un guerrier invincible. Ah, la raison pour laquelle vous étiez là. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais si j'étais guerrier invincible, qu'est-ce qui fait que j'ai été battu aux élections de décembre 2018 ? Et la réponse était que je ne vous ai pas dit que j'allais gagner nécessairement l'élection en 2018, mais je gagnerai un jour. Donc 2018, c'était une entrée en la matière, mais les grandes victoires sont encore devant et nous allons les gagner. Ah, d'accord, merci docteur. Vous êtes docteur en sciences économiques à Paris 9, Dauphine, c'est ça? Oui, j'ai étudié les sciences économiques à Paris 9 Dauphine en France, où j'ai fait un doctorat avec spécialisation en banque et finance. Donc, mais avant ça, j'ai dû faire MBA, Masters of Business Administration à New York, avec spécialisation en banque et marché financier. Donc, c'est ça que j'ai fait pour étudier. Merci docteur, permettez-moi, parce que l'actualité l'oblige. Aujourd'hui, nous avons un cas en Afrique de la mort du président honoraire burundais, Pierre Nkurunziza. Est-ce que cette mort-là vous inspire quoi? Non, ça m'inspire ce que les gens ont toujours dit, vanité de vanité. Donc tout ce qui monte finit par descendre. Et nous sommes tous des humains, que vous soyez président de la République ou citoyen ordinaire, vous devez vivre une vie décente, une vie saine, parce que vous savez, demain après-demain, vous allez rendre compte au Tout-Puissant, à notre Dieu. Le président burundais, il a vécu sa vie, il est mort très jeune. Je ne peux que prier pour lui, pour que son âme soit reçue dans le royaume des Seigneurs, dans le royaume des cieux. En même temps aussi, je voudrais attirer l'attention de notre pays, que dans le passé, on a connu une mort d'un chef d'État qui était en poste. C'était au Rwanda voisin, à Biarimana. Et cela nous a amené beaucoup de problèmes parce que les frontières ont été ouvertes, il y a eu tout un afflux de réfugiés venus du Rwanda et beaucoup de turbulences que nous avons connues en République démocratique du Congo jusqu'à présent venaient avec ces réfugiés rwandais qui étaient entrés en RDC et qui nous ont amené les Banyamulenge et d'autres. Il n'y a pas que les Banyamulenge et d'autres aussi. Donc je souhaiterais que nous soyons très vigilants en ce qui concerne le contrôle des frontières entre la RDC et le Burundi pour éviter qu'il y ait un afflux de gens qui viennent du Burundi et qui entrent dans notre pays de façon désordonnée et à la fin de la journée qui peuvent nous amener encore donc des problèmes. Nous avons suffisamment de problèmes sociaux et il est important qu'on protège l'intégrité du territoire national et surtout qu'on ne puisse pas avoir des frontières ouvertes à n'importe qui peut venir avec des intentions malveillantes pour perturber la paix et l'ordre social. Puisque vous avez ouvert cette branche, vous avez parlé de Banyamulenge, mais lors d'une intervention à Londres, le président Félix avait dit aussi que ce sont nos frères. Comment vous pouvez comprendre cela? Bon, je crois que c'est un sujet qui n'est plus d'actualité. Il est important que ces questions-là soient traitées par les députés nationaux que nous avons élus et qui ont reçu mandat de parler au nom du peuple. Ce qu'ils vont décider de faire, c'est ça que nous devons tous faire en tant que citoyens congolais. D'accord, merci. Docteur, nous parlons de la destitution
de Jean-Marc Kaboun. Vous savez bien, il y avait une pétition qui a été initiée par Jean-Jacques Mamba, qui est du MLC, alors pour la destitution du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais curieusement, nous avons compris qu'il devait être remplacé par une dame, l'honorable Patricia. Mais après, il est allé porter plainte au Conseil d'État. Comment expliquer cela? Vous savez, quand on est dans ce que nous avons toujours souhaité, l'état de droit, il faut que chacun de nous accepte et respecte les règles de fonctionnement d'un état de droit moderne. Quand il y a des divergences au sein d'une institution comme l'Assemblée nationale, au niveau du premier vice-président de l'Assemblée nationale, je pense qu'il faut que nous apprenions à régler ces divergences-là de façon civilisée. Exactement. En suivant la légalité. Jean-Marc Kaboun a été destitué de son poste. Il a estimé qu'il n'a pas été destitué dans des conditions normales. Il a suivi la légalité en allant s'adresser au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a tranché en disant on demande à la Cour constitutionnelle de se prononcer, mais jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce. On demande à l'Assemblée nationale de surseoir le vote pour le remplacement de Jean-Marc Kaboun. Moi, je crois que c'est une démarche tout à fait légale et qu'il faut respecter. Je ne vois pas pourquoi l'Assemblée nationale doit s'entêter pour dire non à l'ordre qui est venu du Conseil d'État, parce que c'est pour ça que le Conseil d'État a été établi et c'est pour ça que nous avons aussi donc, la Cour constitutionnelle pour trancher des questions donc, de ce genre-là. Donc, moi, personnellement, je demande à nos députés nationaux, qui ont d'ailleurs l'habitude de voter des lois, les lois auxquelles nous, Congolais, tous, nous devons nous soumettre. Je demande aussi à ce qu'ils se soumettent à la loi, à l'injonction venue du Conseil d'État et d'attendre la décision donc, de la Cour constitutionnelle et qu'on tranche cette question de façon civilisée une fois pour toutes, pour qu'il n'y ait pas donc du désordre. J'ai compris que ce matin, le président de la République a reçu Mme Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, et ils se sont entendus que le vote va être mis de côté en attendant donc, la décision de la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est la solution la plus rationnelle, la plus raisonnable qu'il fallait suivre. Et si cela n'était pas le cas, si Mme Mabunda s'obstinait à aller de l'avant avec l'organisation du vote, ça allait créer une crise. Ça veut dire que le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, ayant constaté ce manque de bon fonctionnement des institutions, il peut aller jusqu'à dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, je suis content que Mme Mabunda se soit alignée sur la position du chef de l'État et que tout le monde puisse attendre la décision maintenant de la Cour constitutionnelle avant de déterminer s'il faut rétablir Jean-Marc Kaboun dans ses fonctions ou bien s'il faut procéder donc au vote pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Mais le fait que le président a porté le choix sur l'honorable Patricia et que Jean-Marc Kaboun a saisi la justice, n'est-ce pas, il y a eu une crise d'autorité à ce niveau-là? Non, pas du tout. Moi, je crois que le président de la République, il a agi en homme sage. Il avait porté son choix sur Mme Patricia Nseya, mais avant que Jean-Marc Kaboun n'obtienne la décision du Conseil d'État. Maintenant que le Conseil d'État s'est décidé, je crois que le président de la République a reculé en disant « je respecte la légalité, qu'on attende la décision de la Cour constitutionnelle et je vais m'incliner devant ça ». Donc je salue cette position du chef de l'État parce que ça montre bien qu'il ne s'est pas imposé d'autorité, mais il a voulu que la légalité donc puisse l'emporter. Mais à quel niveau la procédure de la destitution de Jean-Marc Kaboun était illégale? C'est à quel niveau? Non, moi j'avais bien suivi ce qui s'est passé. Jean-Marc Kaboun avait été destitué parce que au moment où l'Assemblée nationale et le Sénat voulaient organiser un congrès, le congrès, et Jean-Marc Kaboun est passé à la télévision pour dire, sur Top Congo, pour dire que le congrès allait coûter 7 millions de dollars. Et qu'il pensait que c'était trop d'argent gaspillé pour organiser une messe et qu'on avait d'autres priorités. Moi, j'étais d'accord avec Jean-Marc Kaboun. Je pense que même si ça coûtait 1 million, 2 millions, 7 millions ou 10 millions, peu importe. C'est trop. C'était trop, étant donné d'autres priorités que nous avons aujourd'hui, notamment la lutte contre la pandémie. Vous vous rappelez qu'à l'époque, le gouvernement avait alloué combien? 1,8 million de dollars pour la lutte contre la pandémie. Et nous allons dépasser 7 millions de dollars, même si c'était 5, même 2. C'est beaucoup d'argent. Il fallait prendre cet argent alloué à la lutte contre la pandémie plutôt que d'aller organiser donc ces kermesses-là. Donc j'étais d'accord avec la position de Jean-Marc Kaboun.
Mais nos honorables députés ont estimé qu'il avait menti. Je ne vois pas en quoi il avait menti parce que c'est une estimation qu'il avait mise sur la table, même si le montant n'était pas correct, mais l'idée était qu'il fallait prendre ces ressources-là, les allouer à autre chose. Donc, ils sont allés de l'avant, ils ont voté pour sa destitution, il a été destitué et maintenant, il a voulu utiliser la légalité en allant vers le Conseil d'État. Maintenant, tout le monde doit s'incliner devant ces décisions donc, du Conseil d'État et éventuellement de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle. Merci docteur, nous continuons, merci beaucoup. Docteur, nous sommes dans une crise sanitaire, ça c'est connu de tout le monde, devant une pandémie qui a même mis à genoux le pays puissant aujourd'hui. Mais nous avons vu le docteur Mukwege qui a démissionné, il était à la présidence de l'équipe de riposte au Sud Kivu. Il a démissionné. Comment vous comprenez cela? Bon, le docteur Mukwege, il a ses raisons. Ce qu'on a avancé officiellement, c'est que je crois qu'il ne se faisait pas entendre comme il aurait voulu. Nous sommes 100 millions de Congolais. J'ai toujours dit que quand l'un de nous démissionne ou ne peut pas faire le travail, on le remplace par quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est que la structure puisse continuer donc à fonctionner normalement. Dr Mukwege, c'est quelqu'un qui est très respecté, qui a une certaine autorité et qui a une certaine crédibilité. S'il a estimé qu'il ne pouvait pas travailler avec l'équipe qui s'occupe donc de ça et que mieux vaut laisser la place à quelqu'un d'autre, souhaitons simplement qu'on sélectionne donc une bonne personne pour remplacer Dr Mukwege, une personne qui serait d'aussi bonne qualité que Dr Mukwege pour que le travail ne soit pas perturbé. Est-ce que ça ne va pas causer des dégâts aussi, des problèmes à son absence? Non. Non. Vous savez, un de nous, je vous donne l'exemple du Burundi. Lorsque le président Nkurunziza, qu'on considérait comme étant très important pour la stabilité du Burundi, quand il est mort, devinez quoi? Il sera remplacé. Donc, si Dr Mukwege n'est plus dans ce comité-là, il va être remplacé. Il y a beaucoup de Kivusiens qui sont là-bas sur place, qui peuvent faire le même travail. L'essentiel, c'est qu'on puisse aller de l'avant et que cette personne qui va venir, s'il a besoin de conseils de Dr Mukwege, qu'il puisse aller devant lui demander des conseils pour que l'équipe de la riposte fasse le travail qu'il faut, pour qu'on puisse juguler la propagation de la maladie dans les Kivu ou en République démocratique du Congo. C'est ça l'essentiel. Docteur, vous croyez qu'aujourd'hui la pandémie est réelle, du coronavirus? Mais bien sûr que la pandémie est réelle. Nous connaissons des gens qui sont morts de la pandémie. Tous les jours, il y a des deuils maintenant à Kinshasa. On connaît telle personne qui est morte de coronavirus. Il faut que les gens prennent ça au sérieux. J'entends des gens du côté de Massina, Kingabwa, Kingasani, Bibois et consorts qui disent des choses que cette maladie-là, elle est imaginaire parce qu'on ne voit pas des gens qui sont morts de ça. Moi, j'ai vu des gens qui sont morts de ça. Donc, ils disent que c'est la maladie des gens de la Gombe. Ce n'est pas vrai, c'est une maladie pour tout le monde, elle est universelle. On dit que c'est une maladie des Blancs. Non, je connais des Noirs qui sont morts de ça. On dit que c'est la maladie des riches. Je connais des pauvres qui sont morts de ça. Donc, tout le peuple congolais doit prendre conscience de ça. Essayons donc de sortir de ces croyances-là. Je ne sais même pas s'il faut les appeler culturelles, traditionnelles ou mystiques ou fétichistes. Sortons de ces croyances-là. Réalisons que c'est une pandémie réelle qui a fait ses preuves ailleurs, en Asie, en Europe, aux États-Unis, qui tue tout le monde. Donc prenons des mesures, suivons des mesures qui sont édictées par les autorités politiques, mais aussi les autorités sanitaires, notamment la distanciation sociale, maintenir une distance d'au moins un mètre entre interlocuteurs, se laver les mains régulièrement. Quand vous avez été dehors, vous êtes en contact, vous avez touché des choses, il ne faut pas se serrer les mains, il ne faut pas se faire des bisous. Restez à la maison si c'est nécessaire. Vous ne sortez que quand c'est nécessaire. Restez à la maison, évitez donc d'être tout le temps donc dehors. Je pense que toutes ces mesures-là, ça vaut la peine. Elles sont inconfortables, mais il faut les respecter parce que ça va du salut de toute la population. Mais docteur, nous avions pris notre caméra, nous sommes descendus sur terrain. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des gens ne croient pas que cette maladie existe. Mais qu'est-ce qui a motivé ces doutes dans les chefs de la population? Je ne sais pas si c'est une question de niveau d'étude de la population ou pas, mais la maladie existe. Moi, je suis allé aussi comme vous. J'étais à Kingasani, à Bibois, Massina et consorts. J'ai trouvé les gens qui continuent à vivre comme si rien n'était. Distanciation sociale, non. Ils se mettent ensemble en groupe, des groupes de plus de 20 personnes. Il y a même des bars qui sont supposés être fermés. On les ferme dehors, mais les gens entrent par derrière. Il y a une autre entrée par derrière et les gens sont à l'intérieur. J'ai même vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a dit
Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, vous avez dit les bars sont fermés, mais ici à Barumbu, effectivement, les bars sont fermés, mais j'entends des gens qui parlent à l'intérieur. Donc tout ça, je crois que c'est un peu... c'est la naïveté. La maladie, elle est réelle, elle cause des dégâts. Il faut prendre ces choses au sérieux, il faut se protéger et protéger donc les autres. Parce que si vous êtes contaminé et vous restez dans votre famille, vous allez contaminer tout le monde, vous allez tuer tout le monde. Parce que ici, finalement, quand quelqu'un meurt de coronavirus, vous savez quoi? On trouve une explication. On dit soit qu'il a été ensorcelé, soit qu'il a... Bon, il avait touché donc au bien d'autrui, on lui a fait des fétiches ou des histoires de ce genre-là. Mais la réalité, c'est que c'est une maladie, c'est une pandémie qui existe. Et il faut la prendre au sérieux, il faut se protéger. Docteur, hier, Gombe, où nous sommes, était considéré comme l'épicentre de coronavirus. On avait fermé, ça fait déjà 3 mois. Si je ne me trompe pas. Mais ce que nous avons pu constater, les nombres ne font qu'augmenter. C'est là aussi, ce n'est pas une de raison de doute. Gombe était l'épicentre de la maladie. Quand ça a commencé, tous les cas étaient concentrés dans la commune de la Gombe. Oui. Mais devinez quoi aujourd'hui? Gombe n'est plus l'épicentre. La maladie s'est déplacée dans d'autres zones qui n'étaient pas confinées. Mais comment déjà c'est fait? Vous savez, j'ai vu les statistiques donc ce matin. 4000, c'est plus de 4500. 4500 maintenant. Quand on a commencé, il y avait un seul cas donc à Gombe et puis ça augmentait tous les jours de 10, de 20. Maintenant, chaque jour, Donc on dit que Mouyembe ne fait pas failli dans sa mission. Bon, je ne dirais pas qu'il a failli dans sa mission, mais on n'a pas contenu la maladie comme on aurait souhaité. Et il faut voir aujourd'hui que des endroits comme Kankokolo, il y a beaucoup plus de cas là-bas que dans la commune de la Gombe. Quand vous allez donc à Kintambo, il y a beaucoup plus de cas donc de ce côté-là qu'ici. Donc, on a essayé de confiner la ville de Gombe, on a limité la propagation de la maladie, mais n'ayant pas le contrôle sur le reste des communes de la ville de Kinshasa, la maladie s'est étendue de ce côté-là beaucoup plus rapidement que dans la ville de la Gombe. Moi, je dirais qu'il y a des mesures comment vous les appelez, les mesures de barrières. Mesures barrières. Oui, ces mesures barrières qui sont très bonnes, qui sont très efficaces, inconfortables, mais qui peuvent limiter la propagation de la maladie. Mais il ne faut pas simplement prendre ces mesures-là. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Et les mesures d'accompagnement, je vois par exemple le port des masques. C'est bien beau de dire tout le monde doit porter le masque. Et je vois tout le monde qui a le masque dans la ville de la Gombe. Mais aller à Kingasani, moi j'ai posé la question à certaines personnes, pourquoi vous ne portez pas de masque? La personne me regarde et me dit, papa, dans un bon côté, pour acheter donc le masque, il faut $500. Même une fabrication artisanale. 500 francs, mais même artisanal, ça coûte l'argent. Quelqu'un qui n'a pas de travail, vous lui dites un masque artisanal donc de 500 francs ou de 1000 francs. Il faut qu'il trouve ces 500 francs ou ces 1000 francs. Et quand il les trouve, la priorité c'est quoi? C'est de trouver quelque chose à manger. Alors, moi je pense que c'est là où notre gouvernement pouvait faire mieux. Je viens de voir tout à l'heure là, le gouvernement Ilunga Ilunkamba qui veut augmenter les salaires des députés de $2000 par député par mois. Mais au lieu de faire cette augmentation-là de $2000 par député par an, multiplié par 500 députés, utilisez cet argent-là, achetez des masques et distribuez ça gratuitement à la population. Vous allez sauver la population plutôt que de pouvoir imposer des mesures qui ne sont pas suivies des faits. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de moyens de pouvoir obtempérer à cela. Voilà, merci beaucoup, docteur. Je crois que nous allons un peu enterrer ce point-là. Nous entrons maintenant à l'actualité. Longtemps entendu, aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, enfin, a nommé deux mandataires. Mais il y a un problème qui s'oppose, docteur. Il y a deux figures qu'on n'avait pas voulu. Vous savez, lors de la formation du gouvernement, ça traînait. Pourquoi? Parce que les gens ne voulaient pas que les anciennes figures reviennent. Alors, on a vu les figures classiques parmi les gens, des mandataires publics. Vous, en tant qu'homme d'État, quelqu'un en politique dans ce pays, comment vous comprenez, comment analysez-vous un peu? Franchement, j'étais aussi déçu, comme la majorité des Congolais. Quand j'ai vu les noms des gens qui étaient nommés, je pense que quand Félix Antoine Tshisekedi était élu président de la République, il avait reçu du peuple congolais le mandat de changer la société, tout à fait. Le peuple de changer la gouvernance et de mettre le peuple d'abord. Vous vous rappelez, partout où il passe, on dit Papa Lobi, Kobo Sanate, Papa Lobi, voilà. Le peuple d'abord. Okay. Et le peuple d'abord, ça implique améliorer les conditions de vie de la population. Et pour améliorer les conditions de la vie de la population, il faut changer de mode de gouvernance. Passer de la mauvaise gouvernance, qui était la caractéristique principale de 18 dernières années sous Joseph Kabila,
pour passer vers la bonne gouvernance, donc démanteler, déboulonner, pour utiliser le mot que lui-même le président de la République avait utilisé, déboulonner l'ancien système pour installer, mettre en place un nouveau système Fachi. Mais vous ne faites pas ça avec les mêmes acteurs, en recyclant les mêmes personnes. Ceux qui étaient accusés hier de mauvaise gouvernance, vous les prenez, vous les mettez en scène et ça devient donc le nouveau système Fachi. Ça ne change pas comme ça. Ils ne vont pas changer quoi que ce soit parce qu'ils vont nous ramener les mêmes mauvaises habitudes qui avaient caractérisé les 18 dernières années de règne. Donc moi, personnellement, je crois que c'est une erreur de pouvoir reprendre les mêmes pour recommencer parce que nous avons 100 millions de Congolais. Les 100 millions de Congolais n'ont pas trempé leurs mains dans la mauvaise gouvernance, dans la corruption, dans les détournements des fonds publics, dans la violation des droits humains. Nous avons des gens qui sont propres, qui n'ont jamais géré ou qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance du pays. Je demande à M. le Président de la République de se faire violence, de chercher parmi ces 100 millions de Congolais des gens qui sont nouveaux. Et ces gens-là, on les trouve partout. Mais la coalition là, vous oubliez. J'arrive. On trouve ces gens-là dans la coalition FCC Cash, on les trouve dans la force du changement, dans la MOCA, dans d'autres regroupements politiques. Si moi j'étais président de la République, je mettrais en avant la méritocratie comme étant critère essentiel pour le choix des collaborateurs. Pas la médiocratie. La méritocratie, pas la médiocratie. Pas la médiocratie. Oui. Je mettrais en avant la méritocratie. Exactement. Alors pour cela, vous vous rappelez Joseph Kabila quand il était président de la République? Il avait dit qu'il n'arrivait pas à trouver 15 personnes autour de lui pour développer la RDC avec. Mais 15 personnes, lui qui connaissait le FCC, le PPRD, la FDL, il a cherché dans tout ce monde-là qui était autour de lui. Éminents. Il n'a pas trouvé les 15 personnes. Je suis surpris qu'aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi va chercher toujours dans le même groupe-là et il trouve donc les mêmes personnes que Kabila ne considérait pas déjà suffisant pour développer la RDC avec. Et c'est cela qu'il choisit. C'est assez absurde. Donc moi, je demande au président de la République de se ressaisir. Le peuple est déçu. Le peuple veut du changement. Le peuple veut le vrai changement. On ne veut pas recycler les mêmes médiocres à la tête de nos institutions, de nos entreprises publiques. Donc il faut qu'il cherche, comme on dit en langue vernaculaire, qui cherche trouve. S'il cherche les bonnes personnes qui n'ont jamais été trempées, il va trouver ces personnes-là. Mais la coalition aussi pose problème, hein, parce que au lieu de trouver quelqu'un ailleurs qui est plus que ces gens-là, mais comme il y a la coalition, parfois vous rend esclave. Hein. Vous savez, il faut que le président de la République sache ce qu'il veut réaliser. Si, dans sa compréhension, le changement veut dire simplement changer de chef d'État et garder tout le reste, là, c'est son droit. Mais moi, je crois que le changement véritable que réclame le peuple congolais, c'est changer le chef d'État. Nous avons changé cela, Joseph Kabila est parti, nous avons Félix-Antoine Tshisekedi. Maintenant, descendre à tous les échelons et avoir de nouvelles personnes pour remplacer les anciennes personnes qui sont supposées avoir été des caractéristiques essentielles de la mauvaise gouvernance. Et c'est à lui de se faire violence, de chercher ces gens-là pour pouvoir remettre le Congo sur les rails, parce que si nous continuons avec les mêmes personnes, avec le même système Kabila, nous n'allons pas délivrer la République toujours des du blocages. Congo. Il y aura, pas qu'il y aura des blocages, nous allons échouer. Comme on a échoué pendant les 18 dernières années. Donc s'il veut qu'on change la donne et qu'on remette le Congo sur la voie de développement durable qui va profiter à tout le monde, qu'on mette le peuple d'abord, comme le papa avait dit là, en ce moment-là, il faudra qu'il se fasse violence et qu'il nomme de nouvelles personnes pour faire ce travail-là. Mais en reprenant les mêmes, on ne va pas changer, on aura le même système et il n'aura pas déboulonné, parce que c'est lui-même qui avait dit ça. Il avait dit qu'il allait déboulonner le système. Il avait dit qu'il ne visait pas un individu, il visait donc le système. Mais comment voulez-vous donc changer le système en ayant les mêmes individus qui faisaient le système qu'il voulait? Et puis vous oubliez qu'il avait dit qu'il ne va plus fouiner dans le passé. Hein. C'est là aussi, c'est un blocage. Hein. Vous savez, l'état de droit au Congo semble avoir des contradictions qu'il faudra qu'on puisse lever sérieusement si on veut être sincère avec nous-mêmes et on veut développer le pays. Oui. Vous avez vu comment la population a accueilli le procès de 100 jours. Le procès où le directeur du cabinet du chef de l'État est mis en accusation. Pourquoi? Pour corruption, détournement des fonds publics, conflit d'intérêts. Tout le monde, il fallait voir hier, tout le monde était dans toute la ville de Kinshasa, sinon toute la République démocratique du Congo, aligné devant la télévision pour suivre en direct le procès. Donc, les gens attendent à ce que les mauvais gestionnaires actuels, qui ont mis les mains dans les caisses de l'État,
qu'on puisse les prendre, les mettre devant la barre, les juger, les condamner, confisquer les biens, s'ils ont pu acheter donc des histoires, des immeubles et consorts avec cet argent public, qu'on puisse remettre le peuple dans ses droits. Nous avons salué ça. Maintenant, vous ne pouvez pas faire ça avec votre directeur de cabinet et reprendre les gens qui étaient accusés des mêmes maux du régime antérieur et les nommer maintenant à la tête des entreprises publiques. C'est une contradiction. Donc il va falloir que le chef de l'État ait un message clair qu'il veut donner au peuple congolais. Nous voulons tourner la page de la mauvaise gouvernance, oui. Nous mettons en tôle tous ceux qui violent les règles de bonne gestion des ressources publiques, qui sont accusés de corruption ou de prédation des ressources naturelles ou de détournement des fonds publics. Mais aussi, nous n'allons pas avoir la tolérance vis-à-vis de ceux qui ont eu les mêmes antivaleurs dans le système antérieur. Donc il faut fouiner dans le passé. Et d'ailleurs, moi je voudrais dire ceci, c'est que, vous savez, hier, le spectacle était tellement beau que toute la ville de Kinshasa était calme. C'est-à-dire, on lutte contre la propagation de la maladie, on dit aux gens de rester à l'intérieur chez eux. Au lieu de confiner la ville, vous organisez des procès comme ça, tout le monde reste chez lui volontairement. Organisez-nous ces procès-là donc chaque jour et vous allez voir que le peuple va vous suivre, va pouvoir suivre à la télévision. C'est aussi une bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie. Donc, je salue cela. Nous attendons avec impatience la sentence qui va être prononcée par les juges le 20 juin. Et je crois que le peuple a suivi lui-même, s'est fait une idée de ce que Vital Kamerhe a fait ou n'a pas fait. Et on est prêt à pouvoir accepter la décision qui sera prononcée donc par les juges. Voilà le dernier point, puisque vous avez parlé de ça, nous parlons du procès de 100 jours de Vital Kamerhe et les autres. Docteur, comment vous avez trouvé l'argumentaire de Vital Kamerhe, parce que vous l'avez suivi, je crois. J'ai suivi le procès. Oui, comment vous avez trouvé son argumentaire? Oui. Je voudrais d'ailleurs saluer le professionnalisme, la compétence et le dévouement de l'équipe qui a représenté la République. Cette équipe qui est composée de maître Dibois, mais aussi du bâtonnier Koko Kaïdi et aussi le ministère public. Je ne connais pas le nom du procureur général de la République, là, le ministère public. Cette équipe-là a fait un travail extraordinaire. Bien qu'au début, il y avait beaucoup d'incompréhension, les gens ne comprenaient pas exactement, les gens se disaient mais où est-ce qu'il a détourné, où est-ce qu'il a caché l'argent. Je crois qu'à la fin, les gens ont compris qu'il y a tout un processus qui a fait qu'il y avait conflit d'intérêts, si bien que même si Kamerhe lui-même n'a pas attrapé avec les mains sur l'argent, il a mis en place un système qui a permis aux gens autour de lui de s'enrichir, mais autour de lui, c'est-à-dire qui sont les membres de sa famille, les Massaro, la fille Soraya, sa propre épouse. On a mis en place ce mécanisme-là, si bien qu'à la fin de la journée, il y a eu perte de fonds publics et ces fonds publics ont profité aux personnes qui sont liées à Kamerhe. Donc de ce point de vue-là, personnellement, je ne vois pas par quel mécanisme il va ne pas être condamné. Il sera condamné à grande échelle. Et je crois que le ministère public a fait un bon travail de pouvoir faire ce récapitulatif de tout le processus qui a abouti à ces détournements. Mais dans ces interventions, il ne reconnaît pas avoir détourné quelque chose. Il demande des preuves. Jusque-là, il n'a pas vu sa pièce contre pièce. Là, il n'a pas vu. Mais est-ce que vous avez déjà vu un voleur, même quand vous l'attrapez avec les mains dans la caisse, qui vous dit que je suis voleur? Un voleur, c'est un voleur, il va toujours nier. Ça, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, les autres ont suivi. C'est à nous de pouvoir analyser, de juger, d'apprécier, de décider. À la fin de la journée, j'avais commencé par saluer le professionnalisme de l'équipe qui a représenté la République. Mais je peux dire que l'équipe qui a représenté Kamerhe n'a pas fait un bon travail. Les juristes n'ont pas fait un bon travail. Et je trouve même que lui-même, Kamerhe, a été son meilleur avocat que ses avocats. Alors, il paye ces gens-là pour ne rien faire. Ils ont commencé à se disputer, à se rejeter la responsabilité, à refuser de faire des plaidoiries. On leur a accordé 2 heures de plaidoirie et ils ont perdu 1 heure à faire des procrastinations et à abandonner en quelque sorte donc la plaidoirie parce que clairement, ils n'avaient pas... Vous savez, pour faire la plaidoirie, il faut avoir des arguments pour défendre. Mais là, je crois que le ministère public et l'équipe qui représentait la République ont tellement mis des choses sur la table
c'était tellement accablant que les autres étaient désorientés, ne savaient pas par où commencer. Par contre, je voudrais saluer une personne parmi les accusés. Je voudrais saluer la jeune dame qui a défendu M. Jamal. Elle s'appelle... une certaine Odia, je crois. Oui, elle a fait un travail et se défendre, même si elle défendait l'indéfendable. Mais elle a fait son travail et je voudrais saluer son professionnalisme, ses connaissances. C'est une jeune avocate. Donc vous accordez aussi la chance à Jamal? Non, je ne lui accorde aucune chance. Parce que si Kamere est condamné, Jamal est condamné aussi. Je ne lui accorde aucune chance. Mais je suis en train d'évaluer le professionnalisme des avocats qui ont représenté les deux équipes. En première ligne, je salue l'équipe de la République. En deuxième ligne, je salue cette avocate-là. Et en dernière position, je mets les avocats de Vital Kamerhe qui n'ont pas fait le travail qu'il fallait. D'accord, docteur. Alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce que l'état de droit se résume en arrêtant les directeurs de cabinet? Non, pas du tout. L'état de droit va au-delà de ça. L'état de droit, c'est tout un processus, c'est une série de mécanismes qui font que tous les citoyens sont traités de la même façon et en cas de conflit, ils font recours à la loi, ils sont jugés ou ils obtiennent jugement en utilisant la loi. Jusqu'à présent, je crois que l'état de droit est en voie d'être mis en place. Ce que j'appelle l'état de droit fonctionnel. C'est en train d'être mis en place. On a eu le premier procès avec Kamerhe et Jamal. J'ai compris qu'il y a maintenant les autres procès de Foner, de OVD et consorts. Donc, si nous avons régulièrement ce genre d'événements, chaque fois que les fonds publics ont été abusés ou désabusés, je crois que nous pouvons dire que nous avons maintenant l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi la résolution de conflits institutionnels ou individuels de façon civilisée. Ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, entre Jean-Marc Kabound et les autres députés ou l'Assemblée nationale, où Jean-Marc Kabound est allé faire recours au Conseil d'État qui lui aussi réfère la question à la Cour constitutionnelle. C'est ça l'état de droit. Donc au lieu que les députés puissent s'obstiner à procéder au vote sans attendre la décision de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas ça l'état de droit. Donc il faut que toutes les institutions de la République fonctionnent normalement et donnent leur point de vue en fonction donc des lois existantes. Si cela s'est fait et devient généralisé pour toute la République et pour tous les citoyens, oui, on dira que l'état de droit est devenu une réalité donc dans notre pays. Mais docteur, lors de l'intervention de Vital Kamerhe, très souvent il terminait en disant que sous la bénédiction du chef de l'État, le chef de l'État connaît ça. Alors, c'est une façon d'accuser directement le chef de l'État d'être impliqué dans cette affaire ou comment? Non, pas du tout. Moi, je pense que le chef de l'État, c'est lui l'employeur qui avait désigné son directeur de cabinet et qui avait donné des missions spécifiques au directeur de cabinet. Le chef de l'État avait dit à son directeur de cabinet, vous gérez mon cabinet, vous recrutez le personnel, vous évaluez le personnel, vous gérez le programme de 100 jours, vous définissez les projets dans le programme de 100 jours, vous aidez ou vous supervisez la sélection donc, de gens qui doivent travailler donc, dans ce programme-là. Et à la fin de la journée, mais vous devez le faire en respectant les lois et les réglementations en vigueur. Le chef de l'État n'a pas dit à Kamerhe, allez-y, faites tout, mais violez toutes les lois, ne respectez aucune procédure, détournez l'argent. Le chef de l'État ne peut pas dire ça. Donc, Kamerhe peut tout le temps dire qu'il a fait ça au nom du chef de l'État, mais là où, quand il y a un acte criminel, on ne peut pas avoir commis un acte criminel au nom de quelqu'un d'autre. On est seul devant notre conscience à assumer la responsabilité de ces actes criminels. Mais le travail, normalement, il l'a fait sous les ordres du chef de l'État, c'est tout à fait normal. Voilà, merci beaucoup, docteur. Vous êtes aussi économiste de formation. Alors, il y a une question qui me vient en tête. Quel est le rôle de la banque dans toute cette chaîne de dépenses? Vous voulez dire la Banque centrale? Oui, la Banque centrale, voilà. Oui, vous savez, nous avons un pays qui a ce qu'on appelle la chaîne de la dépense. Nous avons des ministères qui font partie du gouvernement. Quand il y a un projet qui nécessite le recours aux ressources publiques pour mettre en œuvre ce projet, il y a une procédure qu'il faut suivre. Le projet, il faut sélectionner les prestataires de services en passant par ce qu'on appelle la Direction générale des marchés publics. La Direction générale des marchés publics demande qu'il y ait des contrats. On a sélectionné les prestataires,
il y a un contrat en bonne et due forme négocié entre l'État et le prestataire. Et une fois qu'on a ce contrat, la direction des marchés publics donne ce qu'on appelle la non-objection, c'est-à-dire l'autorisation d'aller de l'avant et de recruter ce prestataire-là. Maintenant, les factures du prestataire seront présentées au ministère des Finances, qui est l'ordonnateur qui doit demander le visa du ministère du Budget. Et une fois qu'il y a le visa, c'est-à-dire la contre-vérification, pour s'assurer que ça entre dans le cadre normal du programme qui est financé par le gouvernement, et en ce moment-là, on envoie les factures à qui? On envoie les factures à la Banque centrale pour paiement. Il y a toute une procédure à suivre. Mais comme vous avez suivi ici, la procédure n'a pas été suivie. Donc, la présidence de la République, sous la direction du directeur de cabinet, prenait les coups de téléphone sans qu'il y ait de contrat en bonne et due forme, sans respecter les règles du marché, de passation des marchés. Le directeur de cabinet appelait le ministre des Finances, appelait le gouverneur de la Banque centrale en donnant des injonctions à la Banque centrale, vous devez payer 57 millions de dollars par téléphone. Moi, je crois que la Banque centrale a facilité les détournements des fonds publics. Ouais. Pourquoi? Parce que, la Banque centrale est supposée, au terme de l'article 176 de la Constitution, d'être indépendante et de jouir de l'autonomie de gestion. C'est-à-dire qu'elle doit recevoir des injonctions de personne, même de la présidence de la République. Mais dans ce cas ici, le gouverneur de la Banque centrale s'est laissé faire, entraîner. Il reçoit un coup de fil du directeur du cabinet du chef de l'État qui lui dit de payer 57 millions de dollars et il accepte, il exécute ça. Le même jour, le 15 mars, il appelle, le directeur de cabinet appelle le ministre des Finances. Le ministre des Finances fait une demande de paiement à la Banque centrale. Le même 15 mars, le paiement est fait. Mais soyons sérieux. Je ne connais pas la rapidité dans les processus de traitement des dossiers au Congo qui puisse aller aussi vite que ça. C'est un vol intellectuel organisé. Donc la Banque centrale a facilité ça. Là où je pense aussi que la Banque centrale a violé les règles. Non seulement qu'elle a violé l'article 176 de la Constitution, donc elle a violé l'indépendance de la Banque centrale en recevant les dictats de la part du directeur du cabinet du chef de l'État. Elle a violé la réglementation des changes. Non, elle a violé, c'est-à-dire la Banque centrale. Elle a violé la réglementation des changes. La réglementation des changes, en son article 5, dit que quand vous faites un transfert, un paiement de plus de 10 000 dollars, ça doit être fait par transfert bancaire. Ils ont fait le transfert bancaire avec destination le compte à l'Ecobank. L'argent n'est même pas arrivé à Ecobank, a été intercepté au niveau de la Robank. La Banque centrale avait l'obligation de s'assurer, d'après l'article 5 de la réglementation des changes, avait l'obligation de faire quoi? De vérifier que le transfert est arrivé à destination. Bien au contraire, ils n'ont pas vérifié. Le gouverneur de la Banque centrale dit que lui, une fois qu'on a fait le transfert, sa responsabilité se limite là-bas. Mais c'est trop facile. Il s'agit des fonds publics. Vous transférez l'argent à l'extérieur, même si ça n'arrive pas à destination, vous ne vérifiez pas. C'est un mauvais gestionnaire des fonds publics. Donc la Banque centrale a violé la réglementation des changes, a violé la Constitution, a violé la loi bancaire. Pourquoi? Parce que quand l'argent arrive à Ecobank, à la Robank, et qu'on sort 30 millions de dollars cash, mais c'est grave. Il n'y a aucune banque centrale dans le monde qui autorise ça. Il a violé les lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, il faut tenir la Banque centrale, et particulièrement le gouverneur de la Banque centrale, des 3 violations. 1, violation de la Constitution, l'article 176 de la Constitution, qui dit que la banque doit être autonome et indépendante et ne recevoir des dictats de la part de personnes. 2, il a violé la réglementation d'échange, qui dit que quand vous faites le transfert par virement bancaire pour plus de 10 000 dollars, les autorités de la banque compétente doivent s'assurer du bon dénouement de la transaction, c'est-à-dire de l'arrivée des fonds à Ecobank, et non pas laisser les fonds être dilapidés au niveau de la Robank. Et 3, la banque a violé les règles de supervision bancaire, étant donné que si on avait supervisé la Robank, on ne pouvait pas se permettre de laisser cette banque-là décaisser 30 millions de dollars cash. Et enfin, il y a aussi une autre violation qui est importante à mettre sur le dos de la banque. Elle a failli à sa mission de conseiller économique et financier du gouvernement. C'est la banque qui devait dire au directeur de cabinet du chef de l'État, mais également au ministre des Finances, qui devait dire, vous savez quoi, on ne paye pas tout un contrat de 57 millions de dollars en une fois cash. Il faut signer d'abord le contrat. À la signature, on peut payer 30%. Après qu'on ait délivré les maisons préfabriquées
vous allez payer 50% et le reste va être payé lorsque les maisons seront installées et consorts. Donc, il y a eu toute une série de violations et il faut punir les responsables de la Banque centrale qui n'ont pas fait leur travail. Merci, c'est par là que nous sommes arrivés à la fin, mesdames, messieurs. Je crois, docteur, qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à votre passage ici, les gens de la diaspora, tous les Congolais en général? Aux gens de la diaspora, je voudrais leur dire que la bataille est rude dans notre pays, en République démocratique du Congo. Nous nous sommes toujours plaints que notre pays n'avance pas bien, mais je suis venu ici depuis pratiquement 2 ans et je réalise pourquoi le pays ne marche pas. Nous n'avons pas les ressources humaines qu'il faut. Et quand on a des ressources humaines qu'il faut, on ne les déploie pas là où on doit les utiliser comme il se doit. L'état de droit ne marche pas, on n'a pas de vision de développement au niveau du pays, on n'a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous qui êtes dans la diaspora, revenez, venez me rejoindre ici, qu'on puisse constituer cette masse critique-là. Nous allons travailler ensemble pour mobiliser toute la population congolaise, afin qu'on puisse remettre le Congo donc, sur la voie du développement économique et social donc, durable. C'est faisable, mais nous devons travailler en équipe, nous devons travailler en nous tenant les mains dans les mains. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je voudrais aussi vous dire qu'on ne doit pas aller en ordre dispersé. Moi qui suis sur le terrain, nous avons mis en place avec certains compatriotes notre mouvement, notre regroupement politique qu'on appelle la Force du Changement. La Force du Changement, c'est un regroupement politique composé de nouvelles personnes, avec une nouvelle vision de développement, avec l'ambition de développer la RDC au profit de tous. Si nous nous mettons ensemble, on peut sortir donc de la situation catastrophique aujourd'hui pour devenir un pays émergent en 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais. Si vous voulez vous joindre à la Force du Changement, vous pouvez appeler les 2 numéros suivants, plus 243 81 50 99 337 ou aussi plus 243 85 210 22 22 ou nous envoyer un message WhatsApp sur chacun de ces numéros-là en indiquant simplement votre nom, votre numéro de téléphone et le lieu de résidence. Nous allons vous mettre sur la liste des membres de la Force du Changement. Nous allons travailler ensemble pour développer la RDC au profit de tous. Je vous remercie. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse. C'est à moi de vous remercier. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie, mes co-mixtes, Ruth Mujinga, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez aimé cette émission, dites merci au pasteur Willy Moutouadi et également au professeur Gustave. Si Dieu ne revenait pas, on se retrouve prochainement dans un autre numéro. Ciao. Arif Amand Télé, l'ignorance est un crime, mais connaître sans rien faire est un crime plus grave.